Salut tout le monde! Alors, c'est déjà vendredi et nous revoilà avec un Q&A. Donc, cette semaine, c'est une question de Alexandra. Merci beaucoup, d'ailleurs, Alexandra, pour la question ou le cas. Donc, je vous ai mis un peu dans ces mots avec quelques petites bribes d'informations supplémentaires. Donc, Alexandra demandait une petite aide avec un crossfitter, avec une douleur qui est à l'épaule droite lors des mouvements overhead sur le trajet du deltoïde et moins douloureux sur les push-ups. Les tests analytiques, lag sign, tests pour les tendons de la coiffe sont négatifs, tout comme test de conflit, ainsi que le test de compression active. Donc, finalement, au niveau du bilan clinique, il n'y a rien qui ressort dans les tests un petit peu plus bas seuil. Elle précise d'ailleurs que la douleur se déclenche uniquement sur cet exercice-là, donc sur le overhead press. Elle a parlé un peu aussi des push-ups. On va s'en tenir au overhead press parce que sinon, ça devient, ça peut, ça peut durer très, très longtemps et aller très, très loin. Donc, je vais essayer de donner le plus de précision possible par rapport spécifiquement au overhead press. Donc, des douleurs qui se déclenchent en particulier sur cet exercice-là et sur la partie excentrique, donc sur la descente. En actif avec charge, elle a dit, j'ai pas de phénomène d'accrochage, la force et l'endurance ne posent pas de problème. Il y a une petite douleur sur la descente et j'ai pris le temps de demander à Alexandra des vidéos que je peux partager avec vous d'ailleurs. Donc, vidéo et on peut nettement voir. Donc, je vais faire pause sur les vidéos en fait. Je commence par préciser que quand on a un cas comme ça qui est tant qu'à moi, c'est les cas les plus intéressants. Où est-ce qu'il faut vraiment se creuser la tête? Ou est-ce que, justement, sur nos bilans, ça ressort pas noir sur blanc? C'est pas des cas que j'appelle textbook. Il faut vraiment creuser et effectivement, quand c'est spécifique à un exercice, un mouvement en particulier, bien, il faut évidemment aller voir ce mouvement-là. Et des fois, on voit des choses sur les mouvements en surcharge qu'on ne verra pas sur nos tests à nos bilans cliniques. Donc, on voit des choses sur des mouvements à seuil plus élevé, donc où est-ce que le corps réagit à surmonter une charge qu'on ne voit pas nécessairement sur la balance de nos tests qu'on peut faire. Donc, si je recommence à faire jouer ici, quand je vous dis, des fois, c'est simple, il ne faut pas chercher trop loin. Je pense que, et vous et moi, vous voyez nettement la différence entre le dumbbell press côté droit versus le dumbbell press côté gauche. Donc, côté droit, je pense que je peux dessiner. Côté droit ici, côté gauche ici. C'est des beaux cercles que j'ai faits. Donc, on voit quand même une bonne différence. Bon, le côté gauche, c'est pas parfait. Je suis désolée pour ton client, Alexandra. C'est pas parfait, mais c'est notre côté non douloureux. Donc, c'est notre côté normal. On parlera des trucs à travailler qui seront de toute façon bilatérales. Donc, on voit nettement une grosse différence. Je ne sais pas si je suis capable d'enlever mes cercles que j'ai faits. Bref, une grosse différence en termes d'effort, en termes de la qualité de l'effort sur le côté droit versus le côté gauche, ça saute vraiment aux yeux. Vous voyez comment rapidement, du côté droit, le coude ressort. On dit, bon, c'est peut-être un patron acquis parce qu'il y avait de la douleur à un moment donné. C'est peut-être un patron acquis parce que c'est la façon qu'il est capable justement de générer de la force lorsqu'il se retrouve dans une situation où est-ce qu'il doit surmonter une charge. Et donc, on ne voit peut-être pas cette espèce de drôle de patron-là sur d'autres tests qu'on peut faire sans charge. Donc, on voit la différence juste en regardant côté droit versus côté gauche. Je vous rappelle, la douleur, elle est du côté droit. On a une vue aussi de dos qui, encore là, nous permet de constater à quel point l'effort est différent à droite versus à gauche. On remarque aussi, encore une fois, le coude qui ressort rapidement. Donc, c'est nettement pas pareil en termes de symétrie d'effort. Je répète, à gauche, il y aura des améliorations à faire aussi, mais c'est notre côté de référence. Et maintenant, on a de côté, encore là, je vais partir l'autre petite vidéo. Ah, OK, elle va partir toute seule. Et on voit encore cette différence-là. Si on regarde ici, j'aimerais bien retrouver mon curseur. Pardon. Ça ne sera pas long. Donc, dans la position de départ, les vidéos vont continuer à jouer. Donc, quand il est dans sa position de départ, si vous regardez quand le dumbbell est à l'épaule à
gauche, ici, versus quand le dumbbell est à l'épaule à droite, ici. Encore là, la position, elle est un peu différente. Quand le dumbbell est à l'épaule à gauche, je vois une épaule qui est bien alignée, un coude qui est bien soulevé vers l'avant. Bon, on ne voit pas les scapulas, mais un scapula qu'on peut imaginer à sa petite bascule postérieure est bien placé, bien, entre guillemets, fixé ou bien positionné pour faire le mouvement de press. Si on regarde à droite, c'est un petit peu différent. C'est différent aussi au niveau thoracique, au niveau lombaire, mais le coude est un petit peu plus en avant. On peut imaginer que si on regardait potentiellement les scapulas, sur ce côté droit-là, on aurait peut-être plus de protraction de la scapula. Donc, c'est des observations générales qu'on voit tout de suite. Et donc, en ayant vu ça, moi, ce que je peux vous partager aujourd'hui, c'est les éléments que j'irai observer, que j'irai regarder, que j'irai gratter et potentiellement des choses à adresser. Évidemment, tout dépendant du résultat de ces analyses et ces observations-là. Donc, premièrement, est-ce qu'il y a un historique de blessure au niveau de l'épaule ou du coude ou à quelque part côté droit? Parce que un autre truc que j'ai remarqué, bien, regardez la musculature à gauche, au niveau de l'avant-bras, au niveau du coude, au niveau même de l'épaule, versus, je sais que l'angle est différent. Mais la musculature, et on le voit dans les autres vidéos aussi, c'est un petit peu différent, à droite versus à gauche. Ce qui m'a fait, je me suis gratté la tête et j'ai fait, est-ce qu'il y a un historique là qui entre en cause? Aussi parce que le mouvement, l'espèce de patron de mouvement pour faire la poussée overhead est tellement différent, le coude qui ressort. Oui, il y a beaucoup de ça qui peut venir de la scapula qui ne fait pas bien son mouvement, mais parfois, c'est, comme je disais tantôt, un patron qui est acquis suite à une blessure autre, qui n'a peut-être rien à voir à l'épaule, qui est peut-être au coude. Donc, ce serait un truc à regarder, à savoir, parce que c'est bon à savoir. Et après, on pourrait aller voir au niveau du coude, pronation, supination, est-ce qu'il y a des problématiques et tout ça. Est-ce qu'il y a des restrictions au niveau de l'articulation gléno-humérale droite? Parce qu'on voit, et comme je disais tout à l'heure, à gauche comme à droite, l'amplitude, elle n'est pas complète. Right? Et on voit rapidement la compensation au niveau de l'hyperextension lombaire un peu. C'est pire à droite qu'à gauche, mais on le voit un peu, donc mobilité au niveau de l'articulation serait à regarder aussi. En particulier à droite, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient gêner le mouvement, qui fait que la personne compense comme ça? Le fait qu'il compense tout de suite en partant, tout de suite en débutant son mouvement, me fait quand même penser que potentiellement, ce n'est pas nécessairement une restriction, mais c'est bien un patron acquis, une façon de générer la force qui est perturbée pour une raison ou une autre. Ça vaudrait la peine d'aller regarder s'il y a des restrictions au niveau des articulations acromioclaviculaires et sternoclaviculaires. La mobilité cervicale aussi, parce que même le mouvement de la tête est un petit peu différent à droite versus à gauche si on regarde un peu les premières vidéos qu'on avait vues. On voit la douleur dans son visage aussi sur l'exécution. Mobilité thoracique, bien sûr, Alexandra l'avait déjà mentionné dans son qu'elle comptait travailler là-dessus. C'est probablement un aspect. Si on pense à la différence droite versus gauche, on pourrait penser aussi venir regarder à droite la rotation thoracique. Donc, pour le press à droite, ça demande extension et rotation thoracique. Donc, peut-être venir regarder un peu à ce niveau-là. Et évidemment, quelle est la position de la scapula au repos? Est-ce qu'à droite, j'ai une scapula qui est effectivement un petit peu plus en bascule antérieure? Est-ce que j'ai une scapula qui est un petit peu plus en rotation interne? Est-ce que j'ai une différence au niveau de la position de repos et donc la position de départ pour le press? Parce que ce qui semble arriver avec le coude, c'est qu'au lieu de partir d'une position et de juste continuer la scapula qui go up and around the torso, excusez l'anglicisme, c'est comme si tout de suite le coude sort pour venir chercher une rétraction scapulaire pour pouvoir stabiliser. Et ça sonne compensation. Je viens chercher une espèce de rétraction pour stabiliser parce que je ne suis pas en mesure de stabiliser en utilisant le mouvement naturel, scapulo-huméral naturel. Au niveau contrôle moteur,
je serais curieuse de savoir, Alexandra, tu mentionnais que, bon, il y avait les bilans cliniques que tu as mentionnés au niveau coiffe et tout ça, accrochage, c'était négatif, mais est-ce qu'il y avait, comme sa douleur, elle est sur la descente, est-ce que tu observes une dyskinésie sur le retour de l'abduction à faible seuil, là, abduction active? Est-ce que sur le retour, j'ai la scapula à droite qui semble manquer de stabilité? Est-ce que tu as fait un test d'assistance scapulaire? Est-ce que faire une assistance scapulaire ou amener la scapula même en bascule postérieure lors de l'élévation, est-ce que ça a un effet sur l'amplitude de mouvement? Et en termes d'intervention, ben, je travaillerai quand tu auras fait la partie mobilisation sur tous les trucs que tu vas retrouver au niveau soit scapulaire, soit gléno-huméral, soit thoracique ou tous ces éléments. Travail de prise de conscience sur la bascule postérieure. J'ai des exercices ici en exemple que je ne suis pas capable de faire jouer parce que... Pardon. Parce que j'ai cliqué sur un truc pour dessiner et je ne suis plus capable de m'en débarrasser. Tiens, j'en veux plus de ça. Non. Oh, mais c'est incroyable. Donc, premier exercice ici, qui serait un exercice de rotation en position prone, décubitus ventral, en variant la position des mains. Attendez-moi juste un moment. Je suis toujours là. Ne me quittez pas. Je recommence. Share. PowerPoint. Bon, là, je peux jouer la vidéo. Donc, un TW, donc encore en décubitus ventral, donc juste pour travailler non pas sur l'amplitude, donc à quel point il peut lever les bras du sol, c'est pas important, à quel point il peut amener les coudes vers les côtes, c'est pas important, c'est vraiment pour amener plus une prise de conscience. On pourrait toujours faire côté gauche en premier, ensuite côté droit pour revenir chercher le ressenti. Et celui-là, c'est une rotation externe avec les mains en neutre, avec les mains en pouce vers le plafond, ensuite avec la position pouce vers le sol. Donc, petit doigt vers le plafond. Encore là, l'amplitude n'est pas importante, c'est vraiment la prise de conscience du mouvement scapulaire, focus sur la bascule postérieure, recréer cette connexion-là pour venir chercher de la stabilité qui ne lui demande pas de passer par la rétraction scapulaire, donc sortir le coude vers l'extérieur. Au niveau renforcement, une emphase sur la position basse, tout d'abord, donc en dehors un peu de l'angle qui est douloureux sur la charge, mais je pense que la position basse va être importante parce qu'il y a des problèmes dès le départ du press. Et donc, même si la douleur, elle est sur la descente, il y a un problème dès le départ. On va commencer par travailler là-dessus et on va faire du chemin sur la position sur la partie excentrique par la suite. Ça peut être surprenant, mais je commencerai par exemple avec de l'isométrie sous-maximale, mais overcoming, où est-ce qu'il pousse contre une charge qui ne peut pas bouger dans la position basse, comme par exemple en utilisant un landmine qu'on peut bloquer contre le rack à squat et il fait une poussée sous-maximale, et vraiment dans la position basse, celle qui est problématique dès le départ, qu'on voit sur les vidéos. Et je dis sous-maximale parce que ce qu'on veut finalement, ce n'est pas l'effet justement de compensation. Donc, une poussée en réfléchissant, en ayant pleine conscience sur le mouvement de la scapula, donc le travail qu'il a fait dans la partie activation avec les exercices que je t'ai montrés tout à l'heure. Et on progresserait après sur du yielding, donc retenir une charge, par exemple, avec un bottoms-up kettlebell hold. Pourquoi j'inverse à ce stade-ci? Parce que, comme je te dis, la problématique, elle commence dès le début. Et comme la douleur, elle est sur la partie excentrique, ben, commençons avec la partie concentrique, donc avec un effort concentrique sur l'isométrie, et ensuite progressons vers un effort excentrique sur l'isométrie. Entre-temps, pendant que tu mets en place tout ça, je remplacerai évidemment le plus possible. Je sais que c'est un crossfitter et donc probablement dans des cours de groupe. C'est un petit peu difficile
d'éviter l'overhead dans les cours de groupe, mais comme tu mentionnes que la douleur, elle est seulement sur l'overhead press, ben, possiblement remplacer l'overhead par du landmine press ou par un dumbbell press en incliné, donc pas trop incliné pour pas que ça devienne un bench press incliné, mais juste un petit peu incliné pour que la position finale elle ne soit pas tout à fait complètement overhead. Donc, ça pourrait être des options au niveau renforcement qui pourraient aider. Donc, voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. C'est pour ça que j'ai pris le temps de faire le petit PowerPoint pour que ce soit plus facile. Comme je vous dis, c'est toujours c'est Q&A, hein, c'est questions-réponses, mais en fait, c'est questions et avis, questions et aide pour vous aider avec ces cas-là. C'est difficile d'avoir toutes les informations, donc je demande toujours un peu plus d'informations sur le cas, mais c'est ce qu'on ferait de toute façon dans un contexte où on serait face à face, où il faut faire des essais, il faut aller gratter plus loin. Comme je disais tout à l'heure, ce sont les cas qui sont les plus intéressants parce qu'au final, il faut analyser, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on veut travailler dans notre partie mobilisation au niveau de l'amplitude de mouvement, dans notre partie activation au niveau contrôle moteur, prise de conscience et comment on va créer notre partie renforcement pour qu'on puisse passer de faible seuil à seuil élevé sans recréer des compensations et pour que la personne puisse continuer à progresser dans sa performance, quelle qu'elle soit. Alors voilà, Alexandra, j'espère que ça pourra t'aider et ben, on se revoit tous la semaine prochaine. Bien sûr, Alexandra, tu nous reviens, tu nous tiens au courant des progrès de ton client et on le remercie aussi pour avoir bien voulu partager ces vidéos. Merci. Bye tout le monde. Bonne fin de semaine.